Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine. Selon l'UNPI, la taxe foncière a progressé de près de 30% entre 2010 et 2020. Sur les dernières années, on constate même que l'année 2020 a été, elle, relativement calme en matière d'augmentation de taxes foncières. On va se poser la question dans cette émission de la réalité pour 2021. Parmi les explications sur l'augmentation de cette taxe foncière, on retrouve souvent l'argument de la suppression de la taxe d'habitation qui, par effet de vase communicant, viendrait pousser les collectivités à augmenter la taxe foncière afin de ne pas perdre de recettes fiscales, et ce, même si le gouvernement s'est engagé de son côté à compenser la perte de revenus de la taxe d'habitation à l'euro près. Pour évoquer ce sujet d'actualité, alors que se tient en ce moment même le Congrès des maires de France, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, merci d'être avec nous et nous allons échanger sur ce sujet avec Pierre Othus, également directeur général de l'UNPI. Bonjour Pierre Othus. Bonjour. Bienvenue également sur ce plateau. Alors j'ai commencé par un chiffre avancé par l'UNPI, donc vous allez peut-être pouvoir le commenter Pierre Othus avant que vous puissiez y répondre monsieur Dussopt. Cette hausse de la taxe foncière depuis 10 ans, plus 27,9% très exactement, c'est quelque chose que vous avez constaté du coup en échangeant avec, en compilant les chiffres et en échangeant avec les collectivités locales ? Tout à fait. Alors, c'est même jusqu'à 37% dans certains territoires. Sur 10 ans, nous, ça fait 15 ans qu'on observe les taxes foncières, l'augmentation, l'évolution des taxes foncières des Français. Et effectivement, sur 5 ans, sur 10 ans, on voit que ça augmente très fortement. C'est 3 fois l'inflation, 3 fois le montant des loyers, si on peut comparer les choses. En revanche, on note qu'il y a un affaiblissement de cette augmentation. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de l'augmentation, mais ça continue d'augmenter. Et effectivement, le phénomène taxe d'habitation, qui n'a pas encore eu d'effet, il faut bien le reconnaître, eh bien, inquiète beaucoup les élus locaux et donc inquiète les propriétaires. Monsieur Dussopt, c'est la question finalement sur cette augmentation de la taxe foncière, c'est qu'à partir de 2023, plus aucun Français ne paiera la taxe d'habitation et il y a cette crainte de voir par effet de vase communicant la taxe foncière augmenter parce qu'il n'y aura plus de revenus fiscal de la part de la taxe d'habitation, et ce même si le gouvernement a dit qu'il compenserait. Comment est-ce que vous voyez ce sujet-là ? Je pense qu'il y a beaucoup de mensonges derrière tout ça. D'accord. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres, 28% d'augmentation à peu près, 2010-2020. Jusqu'en 2020, la réforme fiscale n'est pas entrée en vigueur. La taxe d'habitation a commencé à être supprimée, mais elle était totalement compensée aux communes par un dégrèvement. Et donc, il n'y avait aucun effet de la taxe d'habitation sur la période 2010-2020 qui est observée. Ce que je note aussi, c'est qu'en 2020, après les élections municipales, le nombre de communes qui ont augmenté leur taxe foncière est à peu près de 15%. Mmh. En 2014, au dernier renouvellement, c'était de 25%. D'accord. Et quand on regarde ces communes, pour celles qui augmentent, il y en a moins de 3% qui ont fait une augmentation de plus d'1 point. Donc, je partage l'idée que sur 2020-2021, il y a de la modération. Et surtout, le gouvernement s'est engagé à compenser, et il compense. Non seulement il compense la taxe d'habitation, mais quand on regarde les modalités de compensation, en 2021, la part d'argent que l'État a reversée aux collectivités a augmenté par rapport à 2020, parce que nous avons une compensation qui est dynamique. Et donc, les communes ont un pouvoir de taux. Et elles peuvent décider de ce qu'elles font en taxe foncière sur les propriétés bâties, mais la compensation de la taxe d'habitation est au rendez-vous. Et la grande différence avec la réforme de la taxe professionnelle d'il y a 10 ans, c'est que la compensation est dynamique. Et alors justement, un mot de cette compensation dynamique, parce qu'un des arguments qu'on peut lire, c'est que du coup, pour compenser, il a bien fallu arrêter à un moment un budget et que c'est basé sur les chiffres de la taxe d'habitation de 2017 qui ne sont pas forcément en lien avec la réalité d'aujourd'hui. Du coup, ça veut dire quoi cette compensation dynamique, qu'elle évolue avec le temps ? Deux choses. D'abord, le fait que les taux de 2017 soient retenus. C'est annoncé depuis 2017, donc il n'y a aucune surprise et chacun pouvait le prévoir. Et surtout, ce sont les taux de 2017, mais appuyés sur les valeurs locatives de 2020. Et donc, entre 2017 et 2020, les valeurs locatives ont évolué avec l'inflation. Et donc, quand on dit que c'est compensé sur la base de 2017, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est le produit de 2020 et c'est calculé sur les taux de 2017 et la base de 2020. Les collectivités qui peuvent être parfois amenées à ce type d'argument sont celles qui, entre 2017 et 2020, ont augmenté les taux, alors qu'elles savaient que la taxe d'habitation est en cours de suppression. Et qui, du coup, auraient été surpris, c'est ce que vous nous dites ? Non, pas surprise, parce pas que c'était forcément. su depuis le début. Pierre Othus, dans ce que constate l'UNPI, il y a cette hausse de la taxe foncière, mais il y a également cette mise en avant des taxes dites annexes qui, elles, continuent à progresser également et qui, du coup, viendraient alourdir finalement la charge fiscale pour le propriétaire.
Oui, ce qui est inquiétant aussi, c'est que par exemple une taxe GEMAPI, qui était la taxe pour la prévention des inondations, était adossée à la fois sur la taxe d'habitation et aussi sur la taxe foncière. Comme la taxe d'habitation a vocation à être supprimée en totalité, en tout cas pour la taxe d'habitation de la résidence principale, eh bien cet impôt ne repose plus que sur une partie de la masse imposable initiale. Et donc toutes ces taxes, on a observé et on continue d'observer, elles augmentent au fur et à mesure du temps. Moi, je ne suis pas un apôtre de la suppression de la taxe d'habitation va nécessairement se répercuter sur la taxe foncière. Le jeu des vases communicants va se faire progressivement. On se donne rendez-vous dans 10 ans et on verra bien. Mais il y a toute une autre manière d'actionner des leviers fiscaux pour les élus locaux via les taxes annexes, taxe spéciale d'équipement, taxe GEMAPI, etc. Taxe d'enlèvement des ordures ménagères aussi, qui est un grand sujet d'inquiétude pour un certain nombre d'élus locaux qui nous ont contactés en marge de notre observatoire qui est sorti au mois d'octobre. Et donc, tout cela génère de l'inquiétude nécessairement pour les propriétaires. Et puis, on a beau dire tout ce qu'on veut, ça a augmenté de pas loin de 30% en 10 ans. Donc, c'est quand même une augmentation qui est très importante, bien au-delà de l'inflation, du prix des loyers. On dit souvent, nous, que quand on achète même pour sa résidence principale, il y a le remboursement de l'emprunt, mais il y a un 13e et un 14e mois à prévoir pour la taxe foncière. C'est normal ou pas, je ne sais pas. Ça correspond à 2,3 mois de loyer, c'est ce que vous calculez en moyenne, effectivement, à Paris. Pardon, en France, justement, je pensais à parler de Paris. Oui, après, tout à fait. Et donc, ça joue. Et puis, cette année et l'année dernière, on s'est rendu compte que de manière plus automatique, alors je ne sais pas si c'est une question de système d'information des finances publiques nationales, de nombreux propriétaires bailleurs, cette fois-ci, ont reçu des avis de taxes d'habitation, enfin de taxes d'habitation sur les locaux vacants. Parce que il y a d'autres taxes locales. Et donc, les derniers leviers qu'ont les élus locaux ou les finances publiques locales reposent aussi là-dessus. Alors même que ces logements n'étaient pas vides. Et donc, on demande de nouvelles démarches aux propriétaires bailleurs pour signifier que telle personne était à tel endroit, etc. Et ensuite, il faut à nouveau se justifier en disant non, j'ai un bail qui est signé de telle à telle date. C'est un phénomène que nous n'observions pas précédemment. Donc, on sent qu'il y a quand même une tension dans la recherche de matière fiscale de la part des élus locaux pour boucler leur budget. Des élus qui font soit le choix de continuer la cavalerie fiscale et de ne pas faire des choix budgétaires contraints pour peut-être assainir dans un certain nombre de collectivités locales, pas toutes évidemment, mais dans un certain nombre de collectivités locales, d'assainir leurs finances publiques. Et in fine, nous, ce qu'on dit simplement, c'est que ce sont les propriétaires qui payent. Donc nous, on essaie de préserver cet écosystème, préserver la capacité d'investir dans l'entretien de son bien, qu'il soit à la location ou pour occuper. Donc le coin fiscal a un impact très fort sur le prix du logement, le prix des loyers. Il y a la taxe foncière, mais il y a plein d'autres choses. Il y a la CSG, par exemple. Et Olivier Dussopt, sur cette... effectivement, alors, la réalité de l'augmentation des taxes dépend des collectivités ou des communes, effectivement, notamment sur la taxe foncière. Mais si on constate ce mouvement, effectivement, d'augmentation générale qui n'est pas forcément sur la taxe foncière, mais sur différentes taxes, ça peut inquiéter, effectivement, un propriétaire immobilier. Et puis, ça peut surtout peut-être mettre en lumière un besoin des collectivités d'aller chercher de l'argent, ou en tout cas des revenus, via ces taxes-là. Qu'est-ce que ça nous dit, Toutes les taxes qui ont été évoquées sont des taxes facultatives. Et pour la plupart d'entre elles, elles sont plafonnées. Et comme ministre du budget, je veille à ce que le plafond soit respecté. Je pense notamment à la taxe sur les résidences secondaires qui est maintenue pour la taxe d'habitation et que certains élus voudraient pouvoir majorer au-delà des 60% maximum de majoration qui sont prévus. Nous nous y opposons pour éviter justement un accroissement de la pression fiscale. Donc il y a des taxes facultatives et vous avez raison de rappeler que ces décisions sont à la main des collectivités. Pour ce qui concerne les collectivités locales, nous sommes le gouvernement qui, depuis 2017, a tenu ses engagements. La dotation de fonctionnement qui est versée par l'État aux collectivités a baissé de 11 milliards sous le quinquennat précédent. Nous l'avons maintenue à 26,8 milliards d'euros, elle est parfaitement stable. Les dotations d'investissement sont stables. Et pendant la crise du Covid, pour 2020, pour 2021, nous avons fait en sorte, et c'est l'État qui a payé, nous avons fait en sorte de garantir aux communes et aux intercommunalités que leurs recettes fiscales, tout confondu, taxe d'habitation pour ce qu'il en reste et la compensation, taxe foncière, mais aussi la taxe de séjour, parfois la taxe sur les casinos, quand il y a des casinos dans certaines communes. Bien sûr. Nous avons garanti aux communes et aux intercommunalités que leurs recettes ne seraient pas inférieures à la moyenne des recettes de 2007 à 2019. D'accord. C'est un sacré filet de protection. Et que les collectivités soient amenées à faire des choix, c'est une réalité. J'ai été maire pendant 10 ans. J'ai diminué les dépenses de fonctionnement et je fais partie de ceux qui ont diminué les taux, tant de la taxe foncière que de la taxe d'habitation, parce que je considérais qu'elle était trop élevée dans ma commune. Et donc nous avons fait ce choix-là pour faire revenir des investisseurs et revenir des habitants. Par contre, dire que les collectivités vont chercher des recettes fiscales pour compenser un désengagement de l'État, c'est désormais faux. L'État tient ses engagements. Et nous les tenons, ce qui ne vaut pas ou ce qui n'interdit pas aux collectivités de devoir faire des efforts, mais comme tous les acteurs publics. Parce qu'on entend c'est le cas pour souvent, l'État, c'est le cas pour l'ensemble les des acteurs collectivités publics. locales dire, alors en tout cas on peut lire dans la presse qu'ils ont perdu les recettes des cantines, des crèches, ou alors qu'il y a eu des investissements pour le Covid qui étaient conséquents.
Vous savez, j'entends tout cela. Ce que je sais, c'est que l'État a mis 10 milliards d'euros pour aider les collectivités pendant la crise. Et ce que je sais aussi, c'est que pendant cette année 2020 de crise Covid, le déficit de l'État a augmenté de 125 milliards. Parce que nous avons perdu des recettes et fait des dépenses, 70 milliards de dépenses exceptionnelles. Le déficit de la sécurité sociale est passé de 6 à 38 milliards d'euros. Et les collectivités locales, dans leur ensemble, et c'est un chiffre macroéconomique, il y a 35 000 collectivités derrière, je ne vais pas dire que tout est valable pour chacune des collectivités. Mais les collectivités sont passées d'une situation où leurs comptes globaux étaient excédentaires d'1,2 milliard à une situation équilibrée à zéro. On voit bien que l'impact de la crise, c'est l'État et la sécurité sociale qui l'ont pris, et les collectivités ont été protégées dans cette période-là, ce qui leur permet d'investir aujourd'hui, de rebondir, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais l'État a répondu présent et a pris en charge. Ça n'est qu'un exemple, mais par exemple, l'État a payé 50% des masques achetés par les collectivités locales. Ça représente 300 millions d'euros. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'ai indiqué que pour un certain nombre de services industriels et commerciaux, des thermes, des grottes touristiques, des établissements publics, mais avec des recettes faites de tarifs, et de prix d'entrée, de billetterie, l'État compense aussi la perte de recettes des collectivités locales. Donc je veux bien que chacun cherche des responsabilités, que chacun cherche des marges de manœuvre. Mais il ne faut pas la chercher qu'au niveau de l'État. Ce que je sais, c'est que l'État a répondu présent et que les collectivités ont été des 3 acteurs de l'action publique les mieux protégés. Alors, il y a 2 sujets d'inquiétude sur la taxe foncière également pour les prochaines années, qui pourraient contribuer à augmenter cette taxe foncière. C'est la réforme des valeurs locatives prévue pour 2026, puisque du coup, on le rappelle, la taxe foncière est quand même calculée sur la valeur locative d'un bien. Et il y a la nécessité de rénovation énergétique des biens également, qui pourrait faire augmenter la valeur locative du bien et donc potentiellement, par effet domino, augmenter la taxe foncière. Ça, vous constatez, Pierre Othus, que dans les échanges que vous avez avec les propriétaires immobiliers, ces deux demandes, finalement, font peur aux investisseurs immobiliers ou aux propriétaires immobiliers ? Oui, parce que nécessairement, la valeur verte du logement va, dans les années qui viennent, s'intensifier. Elle existe déjà un petit peu. Et dans les nouvelles règles de calcul des bases, des valeurs locatives pour adosser les taux pour calculer la taxe foncière, nécessairement, il va y avoir un impact. Alors, dans la méthode de définition, on nous explique, et on l'entend très bien, que ça ne sera pas le cas. Ce qu'on a pu constater, nous, en 2019, dans un département qui est non loin de chez vous, en Isère, qu'il y avait eu une sorte de révision un peu générale de toutes les valeurs locatives. Je ne sais pas si c'était un test, une expérimentation ou une demande des élus locaux. La demande des élus locaux. Voilà, donc c'était à la demande des élus locaux, effectivement. Et on a constaté qu'il y avait des gens qui s'étaient retrouvés avec des majorations de 100% de leur taxe foncière. Alors c'est le cas extrême, évidemment, mais des majorations de 20, 25, 30% de leur taxe foncière. Parce qu'il y a un tramway dans la rue, parce qu'il y a un chauffage central qui a été mis en place et pas une individualisation du chauffage, etc. Donc plein de raisons un peu connexes comme cela. Ce qu'on a dit, nous, c'est très simple, c'est associons les propriétaires absolument à cette réflexion dans les commissions locales de définition des valeurs locatives. J'ai écrit au ministre du Budget il y a quelques mois, qui m'a gentiment répondu. Et donc c'est très important, je pense, que pour que les réformes se passent bien, il y a une réforme qui est repoussée depuis 15 ou 20 ans. Chaque gouvernement repousse oui, parce que si on part des années 70, ça fait un peu plus, effectivement. Et donc, c'est bien d'avoir pris en main ce sujet. En revanche, il faut y associer absolument les propriétaires, occupants, bailleurs. Et nous sommes présents sur tout le territoire, mais nous sommes ouverts à tout le monde pour pouvoir participer à ces commissions avec des gens qui connaissent les territoires, les biens qui sont concernés, pour pas que cette taxe foncière, justement, explose encore à cause de la rénovation énergétique, notamment. Olivier Dussopt. Ça ne sera pas le cas. Juste un mot d'explication, on rentre dans de la technique, mais quand on est sur des initiatives individuelles de revalorisation des valeurs locatives, c'était le cas de l'association des maires d'Isère qui avait demandé à réaliser ce travail. Il n'y a pas d'encadrement et donc une valeur locative peut augmenter fortement parce qu'elles ont été définies en 72 et parfois depuis 72 un bien a pris beaucoup de valeur. Bien sûr, sans que c'est pas forcément au niveau de la valeur locative tous les travaux aient été connus de l'administration et on passe de biens qui étaient considérés comme insalubres en 72 à des biens de grande valeur. Ça explique des valeurs locatives qui augmentent fortement. Quand on est dans le cadre de la révision générale des valeurs locatives, c'est une réforme qui a été initiée pour la première fois en 92, qui a été reportée systématiquement. Nous l'avons mise en route. Elle est mise en route pour aboutir en 2026. Comment est-ce que nous voulons procéder ? D'abord, nous voulons le faire de manière générale et nous voulons le faire de manière encadrée. On a déjà une première expérience. La révision des valeurs locatives des locaux professionnels a été menée entre 2012 et 2016. Elle s'est mise en œuvre. Nous n'avons pas de retour massif sur un rejet de cette révision des valeurs locatives professionnelles. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de rejet massif ? D'abord parce qu'il y a eu du temps,
il y a eu une association locale extrêmement forte pour bien réviser les tarifs, et surtout parce que nous mettons en place un système d'encadrement. Et dans la révision des valeurs locatives professionnelles, l'effet de la révision ne peut pas conduire à une augmentation ou à une baisse, parce qu'on a aussi des biens qui sont dégradés depuis le temps, donc pas d'évolution en plus ou en moins de plus de 5% par an. Et ce que nous allons faire avec la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, la révision générale au niveau national, c'est mettre en place ce même système de protection pour dire que lorsqu'une valeur locative sera révisée à la hausse ou à la baisse, l'effet sur la taxe payée ne pourra pas être supérieur à 5% par an, de manière à ce que cette normalisation soit la plus progressive possible. Et ça veut dire qu'on va encadrer la taxe foncière quelque part ? On va encadrer l'impact de la révision sur le montant de la taxe foncière. C'est ce qui se fait pour la révision des valeurs locatives professionnelles, et c'est un des outils de protection. Ça n'enlève rien à la nécessité de faire cette réforme. Vous avez aujourd'hui des contribuables français, des ménages français, qui habitent dans des logements qui, dans les années 70, étaient des logements modernes, considérés comme modernes et confortables, et malheureusement dans des quartiers qui se sont paupérisés, des bâtiments qui sont dégradés et qui payent trop par rapport à ce qu'ils devraient payer. Et à l'inverse, vous avez aussi des contribuables qui habitent des appartements dans des quartiers qui, dans les années 70, étaient considérés comme des quartiers pauvres et parfois même malfamés, qui depuis se sont rénovés progressivement, parfois, et c'est pas une condamnation dans ma bouche, parfois avec des travaux de rénovation qui ont été faits par les personnes eux-mêmes sans qu'il y ait forcément de déclaration auprès de l'administration fiscale. Et il faut prendre en compte la véritable valeur. Par contre, il faut le faire progressivement. C'est à la fois pour assurer et dans des villes comme Paris juste, ou des grandes métropoles où les prix ont pu flamber depuis les années 70, on ne va pas se retrouver avec du coup une taxe foncière qui va flamber également ? Parce que les prix de l'immobilier sont souvent déconnectés des valeurs locatives. Les valeurs locatives, elles tiennent compte des caractéristiques du logement. Là où vous pointez du doigt une forme d'inégalité, c'est en considérant qu'à Paris en particulier, l'effet de masse dû au nombre de contribuables et l'absence de révision depuis les années 70, tout ça amène à ce que les contribuables parisiens bénéficient de taux qui sont beaucoup plus bas que la moyenne, et donc de niveaux, c'était le cas pour la TH et c'est le cas pour la taxe foncière, beaucoup plus bas que la moyenne, alors qu'ils sont dans une ville qui offre énormément de services. Mais il y a un effet de masse et de concentration à Paris qui explique cela. Merci beaucoup Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci à vous également Pierre Othus, directeur général de l'UNPI. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.